Imagine un truc tout simple. Toi, ouvrant ton portefeuille crypto. La somme à l'intérieur n'est peut-être pas énorme. C'est peut-être quelques centaines d'euros en Bitcoin, un peu d'Ether et 2-3 tokens achetés au fil des mois. Cependant, pour toi, ce n'est pas juste des chiffres affichés sur un écran. C'est du temps de travail, des sacrifices et un peu d'espoir aussi. L'idée d'avoir enfin un argent qui ne dépend pas d'une banque, pas d'un gouvernement, pas d'un directeur assis quelque part dans un bureau. Tu te dis, ça, c'est à moi. Personne ne peut me le prendre comme ça. Tu as assez imaginé, maintenant réveille-toi et apprends la réalité. Apprends qu'entre 2022 et 2025, plus de 30 milliards de dollars en crypto-monnaies sont saisis par les autorités américaines. Pas sur leur propre territoire uniquement, partout dans le monde. En Asie, en Europe, en Afrique. Des portefeuilles sont vidés, des fortunes basculées légalement. Parmi ces affaires de pillage, de vol, il y en a une qui résume tout. L'affaire Chen Ji, un homme d'affaires basé au Cambodge, accusé de diriger un réseau de fraude en ligne et de blanchiment. L'une des plus grandes entreprises cambodgiennes détenues par des Chinois est accusée de diriger un immense empire criminel. Le groupe USS Prise et son fondateur Chen Yi dirigeaient l'un des plus grands syndicats du crime transnational d'Asie. La semaine dernière, les États-Unis ont saisi près de 130 000 bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars lors de la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée. Et pour que tu te rendes compte de l'ampleur, à eux seuls, ces 15 milliards représentent la moitié de toutes les cryptos officiellement confisquées par les États-Unis entre 2022 et 2025. Dans la même période, 15 milliards envolés d'un coup. Record absolu dans l'histoire judiciaire américaine. Non. Record absolu dans l'histoire judiciaire du monde entier tout court. Là, tu te rends bien compte qu'on n'est pas juste dans la rhétorique, la police attrape des escrocs. Et bien sûr, les Chinois ne dorment jamais. Car en 2026, des experts chinois en cybersécurité publient un rapport au titre très clair et sans ambiguïté. Le voici. Acteur majeur, analyse de l'extorsion mondiale d'actifs en crypto-monnaie sous l'hégémonie technologique américaine. Je sais, le titre est un peu long. En gros, ça signifie les Américains, les voleurs. Ils y expliquent que les Américains utilisent leurs avantages technologiques, leurs lois, qu'ils appliquent par ailleurs même en dehors de chez eux, et la pression sur les plateformes d'échange pour suivre les transactions crypto mondiales et tout verrouiller. Ensuite viennent les enquêtes, les amendes, les saisies, ainsi que d'autres subterfuges qu'on verra par la suite. Et bien sûr, l'argent saisi ne disparaît pas, vous l'imaginez. À ce stade, ce n'est plus juste une histoire de justice, c'est une quête pour contrôler l'argent de demain. Dans la suite, on va voir pourquoi en 2026, la crypto devient carrément un enjeu de puissance mondiale et pourquoi ces saisies américaines ne sont que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Un portefeuille Bitcoin, c'est l'équivalent de votre compte en banque, sauf que c'est vous qui le contrôlez. Vous possédez le mot de passe, la clé privée, que vous devez garder pour vous, mais vous pouvez permettre la consultation de votre compte via la clé publique. Pour comprendre pourquoi ces saisies ne sont pas un simple détail judiciaire, il faut regarder la taille réelle de ce qui est en jeu. Dans un entretien avec le Global Times, Du Zhenghua, ingénieur principal au Centre national chinois de réponse aux urgences liées au virus informatique, pose le décor avec quelques chiffres très simples. En janvier 2026, la valeur totale de tous les actifs numériques dans le monde atteint environ 2730 milliards de dollars. Dans ce chiffre déjà astronomique, le Bitcoin pèse autour de 1570 milliards à lui tout seul. En face, les réserves d'or détenues par les banques centrales tournent autour de 5830 milliards de dollars. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la valeur totale de l'ensemble des crypto-monnaies représente déjà 47% de la valeur totale de l'or officiellement stocké par les États du monde. Presque la moitié. La crypto, ce n'est donc plus un petit jouet pour les traders du dimanche ou un pari de geek. C'est un nouvel actif financier majeur, au même niveau que ce que l'humanité utilise comme référence depuis plusieurs milliers d'années, l'or. À partir de là, tout change. Quand un actif pèse des milliers de milliards de dollars, il n'appartient plus seulement aux particuliers. Il entre dans le radar des grandes puissances, des banques centrales, des services de renseignement. La crypto devient un terrain où se joue une partie du pouvoir mondial. Qui contrôle les flux? Qui surveille les transactions? Qui peut geler ou saisir? Qui transforme ces actifs en réserves stratégiques?
Les ingénieurs et experts chinois qui signent le rapport l'ont très bien compris. Tant que la crypto valait quelques milliards, c'était un sujet technique. À plus de 2700 milliards, ça devient un sujet de souveraineté. Et dans ce nouveau paysage, les États-Unis se placent au centre du jeu en utilisant cette masse d'actifs numériques comme un nouvel espace de domination financière. La question est donc de savoir comment les États-Unis s'y prennent concrètement pour mettre la main basse sur les cryptos du monde entier. De manière concrète, Du Zhenghua explique qu'ils bâtissent autour un arsenal complet de moyens techniques, judiciaires et politiques, transformant les actifs virtuels en véritables leviers d'attaque. Ils ont une méthode, presque une chaîne industrielle, pour capter les actifs crypto à l'échelle mondiale. Les États-Unis utilisent d'abord la cyberattaque comme outil d'État. Intrusion dans les systèmes, surveillance avancée, accès aux données sensibles, bref, je ne vous apprends rien. Ils sont assez réputés pour ce genre de pratique. Grâce à leur avance dans le numérique, en cybersécurité, et surtout parce qu'ils ont littéralement accès libre à tout le catalogue de transactions mondiales grâce à leur réseau d'influence tentaculaire, ils sont capables de surveiller les réseaux de transactions, de suivre les flux sur la blockchain. Petite parenthèse, la blockchain, c'est le registre numérique où sont écrites toutes les transactions d'un réseau de crypto-monnaies. Au sens strict, c'est le registre qui dit combien de bitcoins appartiennent à qui à chaque instant. Et au sens plus général, c'est l'ensemble de technologies qui permettent de sécuriser ce registre qu'on appelle la blockchain. Ils sont capables de collecter des données sur les plateformes, les portefeuilles crypto et les utilisateurs. Ce qui pour nous ressemble à un océan de transactions pseudo-anonymes devient pour eux une base de données exploitable, étant donné qu'ils traquent le réseau dans son ensemble. Ils peuvent donc faire des liens pour savoir qui a quoi. À côté de ça, à côté du traçage numérique, ils installent un confinement réglementaire, des lois et des règles qui encadrent tellement la crypto que, tôt ou tard, tout doit passer par leur grille de contrôle. Une fois qu'ils voient qui fait quoi, ils travaillent à faire entrer un maximum d'acteurs de la crypto, les exchanges comme Binance ou Binance, intermédiaires, entreprises et autres plateformes dans leur propre cadre juridique. Ils pratiquent aussi ce que le rapport décrit comme le faux repli. Laisser certaines pratiques proliférer, tolérer des zones grises, puis frapper au moment où la saisie devient la plus rentable ou la plus stratégique. C'est là qu'intervient la collecte ciblée à longue portée. Suivre discrètement sur des mois ou des années les mouvements d'actifs avant de refermer le piège. Le tout repose sur un élément clé, la compétence extraterritoriale. Oui, c'est le cheval de Troie américain. En clair, la loi américaine ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. Dès qu'une plateforme, une transaction ou un acteur a un lien, même lointain, avec le système dollar ou avec des infrastructures sous influence américaine, banques, serveurs ou partenaires, Washington s'estime légitime pour intervenir. Il considère que sa loi s'applique. Avec la coopération de ses alliés, notamment européens, qui lui ouvrent généralement très généreusement les bras, ce filet s'étend à une bonne partie du globe. Comme je le disais au début, cela peut très vite devenir tentaculaire. Une fois l'intrusion et l'encadrement juridique mis en place, arrive l'action répressive. Les dossiers sortent, les enquêtes s'accumulent, les amendes tombent et surtout les ordres de confiscation. Des portefeuilles entiers sont saisis, parfois à l'autre bout du monde. Et c'est ici que la boucle se ferme. Ces cryptos ne sont pas détruites. Elles sont récupérées, intégrées, transformées en réserves financières stratégiques sous le contrôle américain. Résultat, les États-Unis réussissent un coup double. Ils contrôlent les règles du jeu et ils récupèrent une partie de la mise, une très grosse partie de la mise. Du Zhenghua le résume bien. Ce n'est pas de la régulation. C'est un pillage numérique organisé à grande échelle qui attaque directement la souveraineté technologique, les intérêts économiques et même la sécurité de nombreux pays. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet te parle. Alors abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour la booster dans l'algo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la suite est encore plus intéressante. On va maintenant voir comment cette mécanique fonctionne en vrai sur des gens avec le cas de Chen Ji. Chen Ji, c'est le visage parfait pour la narrative américaine.
un chef de réseau criminel transfrontalier basé au Cambodge, accusé d'organiser des jeux d'argent illégaux, de la fraude à grande échelle, des activités commerciales, clandestines et du blanchiment d'argent, bien évidemment. Le 8 janvier, le ministère chinois de la Sécurité publique annonce son extradition du Cambodge vers la Chine. Il précise que son groupe est soupçonné d'une longue liste de crimes et que Tien est placé sous mesure coercitive le temps que les enquêtes se poursuivent selon la loi chinoise. Pendant que la Chine l'extrade et instruit le dossier, les Américains, eux, de leur côté, passent à l'étape suivante de leur chaîne, la chaîne qu'on a décrite tout à l'heure. En octobre 2025, le procureur fédéral du district Est de New York annonce des procédures pénales contre Chen Zi, présenté comme le fondateur du groupe Price Holding. Motif: escroquerie en ligne et blanchiment d'argent. Mais surtout, dans le même mouvement, les autorités américaines proclament la confiscation des 127 000 bitcoins, dit à l'introduction, qui lui sont associés. Au cours du marché de l'époque, cela représente 15 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que les Américains se permettent de faire ça? Eh bien, parce qu'ils le peuvent. Souvenez-vous ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ils s'arrangent à ce que tout passe par leur système de juridiction. C'est un record absolu. La plus grande saisie d'actifs virtuels de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est là que le point de vue chinois est très clair. Pour Zhu Hongxi, fondateur de 360 Security Technology, cette opération dépasse de loin le simple discours occidental sur l'application de la justice et la lutte contre la fraude en Asie du Sud-Est. Elle montre comment les États-Unis s'appuient sur 3 piliers: leur pouvoir réglementaire, leur supériorité technologique pour suivre les flux et leur réseau de renseignements mondiaux. Avec ces 3 armes, ils s'emparent systématiquement et avec précision des actifs de ceux qu'ils considèrent comme des concurrents ou des acteurs dans les zones grises. Sous couvert de protéger les droits des victimes, les États-Unis ne rendent pas ces actifs au reste du monde. Ils les transforment en réserves financières stratégiques sous leur propre contrôle. Comme c'est ironique, n'est-ce pas? C'est un transfert illégal, mais légalisé, du dernier maillon d'une chaîne criminelle, directement vers les caisses de l'État américain. Cette saisie unilatérale casse la coopération internationale, laisse des victimes particulièrement ou totalement non indemnisées, bloque la circulation des actifs dans l'économie mondiale, déstabilise des économies émergentes et au final ne sert qu'un seul objectif: renforcer l'hégémonie du dollar dans la finance numérique et contrôler le Bitcoin. Leur rêve absolu. On retrouve exactement la même logique dans un autre dossier emblématique, celui de Jiao Changpeng et Binance si vous préférez. CFTC is the one filing this suit in Chicago today, both against Binance, which is the largest crypto exchange in the world, and its CEO, CZ, for allegedly breaking trading and derivatives rules. The regulator is saying that Binance shirked its obligations by not properly registering with it. De 2023 à 2025, les États-Unis engagent en parallèle une action civile et pénale contre Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, et contre son fondateur Jiao Changpeng, affectueusement appelé CZ. Franchement, je l'appellerai CZ dans la suite. Disons que je n'ai pas trop envie d'écorcher son nom à chaque fois que je prononce. L'affaire CZ se conclut donc sur une amende gigantesque. Là encore, ce n'est pas un simple rappel à l'ordre, c'est un signal. Même la plus grosse plateforme mondiale doit plier devant la juridiction américaine. We are here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, and from its founder and CEO, Changpeng Zhao, also known as CZ. Le 21 novembre 2023, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, la nouvelle tombe. Binance et son PDG, CZ, ont accepté de plaider coupables dans un deal avec les autorités américaines. Leur justice vient de frapper très fort. La plateforme devra s'acquitter d'une amende historique de 4,3 milliards de dollars et quitter le territoire américain pour de bon. Alors que CZ devra quant à lui payer une amende personnelle de 50 millions de dollars, quitter son poste de PDG de l'entreprise et pourrait passer jusqu'à 18 mois en prison. Dans cette affaire, la mécanique est un peu différente de celle de Cheng Ji, mais l'esprit est le même. D'abord, les États-Unis font entrer les grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, c'est-à-dire de crypto, dans leur législation extraterritoriale grâce à des lois nationales taillées pour ça. Ensuite, ils utilisent leurs moyens techniques et leur visibilité sur les flux
processus mondiaux pour collecter des preuves de violations réglementaires, conformité, blanchiment, sanctions, etc. Une fois le dossier monté, il passe à la caisse, amende colossale, obligation de conformité, accord imposé. Et au passage, il force ces plateformes à aligner leurs règles sur celles de Washington, ce qui renforce encore la domination américaine sur tout le secteur des actifs numériques et facilite leur prochain coup. Par exemple, ils peuvent imposer l'interdiction d'avoir des clients dans les pays sous sanctions américaines, c'est-à-dire leurs ennemis deviennent vos ennemis. Et ils n'en ont rien à foutre si cela vous fait perdre de l'argent. Pour beaucoup de victimes de fraude financière, notamment dans le monde très étrange des crypto-monnaies, on a quelques histoires de scandales de la sorte. L'image qui résume le mieux ce système est celle utilisée par les experts chinois du rapport que j'ai cité au début. C'est comme une montre religieuse qui attrape une cigale pendant qu'un oriole est déjà en embuscade derrière elle. Les escrocs dévorent les victimes, puis les États-Unis arrivent après, ramassent les actifs numériques au nom de la loi, mais ils ne les remboursent pas aux victimes initiales. Non, à la place, ils les confisquent et les intègrent bien au chaud dans leurs propres réserves. Le gouvernement américain tolère une partie de cette fraude, tant qu'elle reste exploitable, puis profite pleinement de son hégémonie technologique au moment précis des saisies. Au final, tout ce processus revient dans les faits à un pillage indirect des actifs étrangers. Raison pour laquelle je vous disais dès le début que ces actions posent des problèmes de sécurité économique, technologique et politique pour beaucoup de pays dans le monde. Le rapport publié par les experts en cybersécurité chinois ne s'arrête même pas aux tribunaux et aux amendes. Il consacre un volet entier à ce qu'ils appellent l'empire du piratage. Selon ces experts, les États-Unis disposent aujourd'hui des capacités de hacking étatique les plus puissantes au monde. Ah oui, ce pays va plus loin dans le crime. Entre 2023 et 2025, une fois de plus, des groupes de pirates soutenus par les États-Unis mènent des attaques ciblées contre plus de 20 grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde entier. On ne parle pas de petits scams Telegram, mais de grosses plateformes structurées avec des millions d'utilisateurs et des milliards d'actifs sous gestion. Oui, les États-Unis les ont hackés. Les méthodes utilisées sont très claires et décrites dans le détail dans le rapport. Implémentation de portes dérobées dans les systèmes, spear phishing ciblé qui sert à piéger des employés clés, infiltration de la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est-à-dire attaquer les prestataires, les outils tiers et les mises à jour. Pour être encore plus clair, imaginez que mon logiciel dépende d'un autre sous-logiciel. Au lieu d'attaquer le gros logiciel central, je peux attaquer ce sous-logiciel qui est peut-être un peu moins sécurisé et à travers lui, je t'attaque toi. C'est un peu ça l'image. L'objectif n'est pas seulement de voler un peu de crypto-monnaie. L'objectif, c'est de récupérer des choses beaucoup plus sensibles. Les clés privées des portefeuilles. C'est littéralement la chose la plus importante en crypto. À chaque portefeuille Bitcoin sont associées une clé publique et une clé privée unique. La clé publique, c'est votre identifiant, l'équivalent de votre numéro de compte en banque. Elle permet de visualiser le contenu de votre portefeuille et d'y envoyer des bitcoins. La clé privée, en revanche, constitue votre mot de passe. Elle permet d'accéder aux bitcoins de votre portefeuille et celui qui la détient en contrôle le contenu. C'est exactement comme détenir une copie des clés de ton coffre-fort. Si j'ai ta clé privée, j'ai tes cryptos. Ils veulent aussi récupérer les historiques de transactions internes des plateformes, ce qui sert justement à faire du traçage plus tard. Les données de conformité et de KYC sur les utilisateurs, carte d'identité, passeport, vous avez l'image. Ces attaques visent des plateformes basées en Asie, en Europe et en Afrique. Elles ne sont pas du tout limitées à une zone. Elles suivent la géographie du marché. Dommage que le rapport ne cite pas les noms exacts de ces différentes plateformes hackées. Ça aurait été intéressant de pouvoir les étudier plus en détail ici. Et ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est le timing. Zhao Jingwang, fondateur de la société d'antivirus Anti-Labs, explique que l'analyse chronologique montre un lien. Certaines de ces attaques américaines
arrive juste avant ou juste après des actions officielles des forces de l'ordre américaines, menées par le département de la justice et par l'OFAC, l'Office en charge des actions financières. Autrement dit, ce piratage d'État alimente aussi les dossiers judiciaires et les opérations de saisie. Ils sont de connivence, ils sont les mêmes gens. Le rapport chinois met ensuite le pied dans le plat. Tout cela rapporte énormément d'argent aux États-Unis. En s'appuyant sur des dossiers du Trésor public américain, il explique que les actions menées par les forces de l'ordre dans le secteur des actifs virtuels génèrent des centaines de milliards de dollars de recettes fiscales chaque année. En plus de ça, ces opérations renforcent la dépendance mondiale aux transactions en crypto-monnaie libellées en dollars et consolident ainsi encore davantage le statut international du dollar. Jiao Chenghuang ajoute un point crucial. Les bitcoins déjà vendus aux enchères et liquidés par les autorités américaines ne représentent en réalité qu'une infime partie de ce qui a été saisi de force. Car oui, sachez que de temps en temps, il y a des bitcoins et d'autres crypto-monnaies saisies vendues aux enchères. La plus grosse part est transformée en réserve stratégique de bitcoin. Les États-Unis ne se contentent pas de punir, ils stockent. Et ils stockent en masse. Ils se font une belle réserve de l'or de demain. Pour lui, la logique est limpide. Les États-Unis cherchent à se protéger contre la tendance mondiale à la dédollarisation en prenant le contrôle de cet or numérique. En s'appuyant sur leur hégémonie technologique, ils récoltent les actifs virtuels du monde entier, les accumulent et utilisent cette position pour consolider leur domination économique et renforcer encore plus le statut international du dollar. À ce stade, les crypto-monnaies ne sont plus un simple terrain de spéculation pour les particuliers et mineurs du dimanche. Elle devient un nouveau champ de confrontation géopolitique. D'un côté, tu as un marché qui pèse déjà des trillions de dollars, presque la moitié de la valeur de tout l'or officiel de la planète. D'un autre côté, tu as une puissance qui utilise tout ce qu'elle a à sa disposition, sa technologie, son renseignement, ses lois extraterritoriales, ses capacités de piratage et son système fiscal pour capter une grosse partie de ses actifs, les transformer en réserves et verrouiller encore plus son avance. Les États-Unis ne régulent pas simplement la crypto, ils s'en servent comme d'un outil stratégique de domination. La blockchain, qui était pensée au départ comme un espace neutre, décentralisé, sans maître, se retrouve déformée par un centre de gravité qui a l'œil partout, Washington. Si donc, toutes les transactions, ou presque, passent au travers des mains des mêmes acteurs, alors la promesse d'une finance décentralisée devient une illusion. Le pouvoir reste concentré exactement au même endroit qu'avant. Et en vrai, je trouve ça inacceptable et déplorable. La crypto ne libère donc personne. Elle change de forme, mais reste sous la même domination. Tout ce qu'on vient de décrire dans cette vidéo, dites-moi si ce n'est pas la définition même de ce qu'on appelle un voyou. Laissez vos avis en commentaire. Une fois de plus, abonnez-vous, laissez un like, mais surtout, partagez la vidéo si elle vous a fait réfléchir ou vous a appris quelque chose de nouveau. Car c'est vraiment l'action de partage qui booste l'algorithme et propulse la vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle exploration technologique.